sur l'ordinateur, l'enregistrement est lancé. C'est parti. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance, l'immense chance d'être avec Guillaume Mathias, qui est un expert dans les neurosciences. Je pense que le cerveau n'a aucun secret pour lui. Ouf. Et ah, il fait ouf. Et c'est le créateur de la méthode BMO que j'ai intégrée depuis peu. Et autant vous dire que mon cerveau fume avec lui. Mais je vais le laisser se présenter plus en détail parce que c'est la meilleure personne pour parler de lui. Salut Guillaume. Ah bon? Bonjour, bonjour, merci, merci à toi de m'accueillir, de créer cet échange. Merci à tous ceux qui effectivement visionnent cette interview. Alors, en quelques mots. Alors si, le cerveau a encore pas mal de mystères et fort heureusement, c'est une galaxie incroyable. Notre cerveau, c'est un territoire à explorer. On avance dans cette exploration, on commence à en comprendre de plus en plus le fonctionnement. Par contre, de là à dire qu'il n'a plus de mystère pour moi, c'est- il me reste encore 2-3 choses quand même à aller explorer. Mon domaine d'expertise, effectivement, donc je suis expert en neurosciences et sciences cognitives. C'est-à-dire que la particularité de l'approche de BMO, c'est d'être un modèle qui permet de réunir à la fois les neurosciences et les sciences cognitives dans un tout cohérent, qui nous permet effectivement d'un terme que tu connais bien, l'inéquation décisionnelle, c'est-à-dire de comprendre ce qui sous-tend la perception de valeur. Qu'est-ce que c'est que la valeur d'une chose? Comment ça se fait que deux individus peuvent affecter une valeur différente à une chose? Finalement, comment ça se fait que moi aussi, en tant que personne, bah, en fonction du moment de vie, je ne vais pas affecter la même valeur aux choses. Par exemple, les jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin, qui avaient une valeur incroyable quand j'étais gosse, aujourd'hui, j'affecte plus la même valeur à ces choses-là. Je n'ai plus la même volonté d'engagement, le même désir de jouer avec. Donc finalement, l'affectation de valeur que je vais avoir intrinsèquement moi-même évolue avec le temps et parfois au sein même d'une même journée. Donc ça, voilà, ça nous permet de comprendre le processus de création de valeur et ce qui en découle, les processus décisionnels. Donc, qu'est-ce qui sous-tend nos décisions? On prend 35 000 décisions en moyenne par jour. On a Pas conscience mal. que de... Tu te rappelles de combien on a conscience de 40? 40%? 40 Non, décisions ou 40%? 40, enfin, on va dire 0,26% conscient, mais sur 40, on prend 40 informations sur 400 000, c'est ça? Oui, c'est ça. Notre cerveau perçoit 400 000 unités d'information par seconde. C'est bon, j'ai Ouf. révisé. Notre cerveau perçoit 400 000 unités d'information par seconde, mais on a conscience que de 40 d'entre elles, effectivement. Donc voilà, c'est tous ces mécanismes-là pour finalement comprendre au final un peu tout ce qui nous entoure. Dans tout ce qu'on fait de façon intuitive ou qu'on va faire à travers l'application des modèles empiriques, qu'est-ce qui les sous-tend? Qu'est-ce qui sous-tend le désir d'achat, le désir d'engagement, la créativité, les souhaits, les désirs, les envies? Qu'est-ce que c'est biochimiquement parlant et d'un point de vue cognitif, comment tout ça fonctionne? C'est ça. Le modèle de BMO, c'est de comprendre comment tout fonctionne, comment, quels sont les mécanismes sous-tendus pour gagner en efficacité et vraiment booster notre efficacité et surtout comprendre la transversalité de nos différentes approches pour pouvoir les combiner de façon créative et efficace dans des contextes donnés. En Alors, quelques mots. pour résumer, peut-être pas pour les plus jeunes, parce que je sais pas s'ils ont connu ça il y a encore, moi je vois ma fille qui regarde, mais c'est un peu comment fonctionne, comme le dessin animé Il est une fois la vie, à l'intérieur du corps, comment les informations elles partent, c'est ça pour résumer. Effectivement, mais c'est génial comme émission était une fois la vie, c'est passionnant ça. C'est C'est clair. un peu ça, c'est effectivement ça, c'est créer un modèle compréhensible. Faut pas avoir fait médecine ou être docteur en sciences cognitives pour pouvoir le suivre. Au contraire, c'est aborder de façon compréhensible, progressive, sans forcément trop vulgariser pour pas perdre en pertinence, mais en tout cas pour le rendre abordable à tous, effectivement. C'était une super émission, ça, il était une fois la vie. Oui, j'adore. Alors aujourd'hui, vu qu'on fait une petite interview donc pour, la journée de l'audace et sur la journée de l'audace, on est vraiment sur le dépassement de soi et sur la prise de parole en public. Je me suis dit: «Ça serait intéressant que tu interviennes justement sur cette partie, du stress» parce que bien évidemment, quand on prend la parole en public, beh, le stress, arrive, le trac aussi, arrive parce que le stress et le trac, c'est pas forcément la même chose et on a eu justement 2 petites histoires autour de ça. Comme ça, tu pourras aussi, t'appuyer sur ça et les personnes, se reconnaîtront aussi. C'est qu'on a eu, au mois de novembre 2019, une personne qui a donné une conférence, qui n'a pas pu aller au bout de sa conférence, tellement le stress était monté. Donc physiquement, il s'est Mmh. pas passé quelque chose, la bouche qui se sèche, on a beau boire, ça continue et après impossible de parler. Et là, on a une deuxième personne qui se prépare, une des jeunes, pour l'édition au mois de septembre, qui elle, tellement qu'elle stresse,
Seulement le stress monte, mais elle vomit. Sa réaction, c'est comme ça. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer, je pense, qu'est-ce qui se passe là-dessus et comment on peut le gérer. Donc, je te laisse vraiment le champ libre, nous expliquer qu'est-ce que le stress déjà à la base et après, peut-être appuyer aussi sur ces 2 histoires pour que les gens comprennent comment, ça fonctionne et comment on peut, jouer là-dessus. Bah, écoute, avec grand plaisir. C'est amusant, juste avant qu'on fasse cette interview-là, j'échangeais avec, madame Aviva Brooks, qui est une personne très connue et très reconnue en tant que speaker justement et elle travaille là-dessus et dans notre échange là, elle vient de me lâcher un chiffre que je ne connaissais pas. Elle me disait que alors je connais pas la source pour le coup, mais elle me disait que 73 des gens dans le monde ont une vraie aversion à la prise de parole en public à cause du stress, justement. 73 ce qui est quand même un D'accord. chiffre énorme, alors que c'est Ouais. une expérience qui peut être fabuleuse, mais il faut réussir à surmonter ce stress. Alors, qu'est-ce que c'est le stress? Ah, le stress. Euh, le stress, déjà, il faut pas voir ça quelque chose comme absolument négatif. En fait, le stress, c'est une alarme extrêmement importante pour nous, puisque c'est parce qu'on stresse qu'on va éviter de se mettre en danger. Ou alors, lorsqu'on est dans un contexte de danger, on va chercher à en sortir. Donc, le stress, à la base, est plutôt une émotion bienveillante. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de la changer de catégorie. On a souvent tendance à associer stress à négativité. Non, le stress est une information, est une mise en alerte bienveillante de notre cerveau par rapport à un contexte dans lequel on est. Donc ça, c'est très important. En revanche, effectivement, parfois le stress se déclenche dans des contextes où il ne devrait pas, un peu comme des allergies. Et des allergies, bah, c'est une réaction immunitaire du corps, mais face à un agent qui n'était pas un agent agressif. Eh bien parfois, le stress peut se déclencher dans des situations où on n'était pas nécessairement en danger, comme le fait effectivement de venir parler en public. On a rarement vu quelqu'un du public se jeter sur un speaker pour dire c'est nul ce que tu dis. C'est vrai. Non, enfin pour le coup, j'ai fait des centaines et des centaines de conférences, ça m'est encore jamais arrivé. J'espère que ça va pas donner des idées à certains, mais jusqu'à maintenant, non, je me suis pas véritablement senti en danger en étant sur une estrade ou en situation de conférence. Donc, déjà, voilà, faut comprendre, vraiment, faut bien positionner le fait que le stress est une alerte bienveillante de notre corps. Au-delà de ça, qu'est-ce qui déclenche le stress? Eh bien, en fait, le stress est une réaction au cortisol. Alors, le cortisol, c'est quoi? En J'allais te fait, demander. hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est le cortisol? Euh, En fait, il fallait notre cerveau s'est développé à travers des millions d'années. Pardon. Reste avec nous. Excusez-moi. Donc, je vais y arriver. Ne stresse pas, hein. Euh, Oui, c'est ça. En fait, c'est le stress qui me prend à la gorge. On va voir après pourquoi. La- Donc, le cerveau s'est développé à travers des millions d'années avec une des fonctions principales, c'est de garantir notre survie. Très important. Mais comment faire en sorte d'éviter que l'individu aille se mettre en danger? Eh bien, quand notre cerveau identifie un danger, il va produire en nous du cortisol. Au départ, le cortisol, c'est pour mobiliser nos ressources dont on va avoir rapidement besoin pour pouvoir sortir du contexte de danger. Je vais prendre un exemple très simple. Il y a mon fameux pote Maurice, que j'aime souvent citer dans les conférences. Je Mon... connais un peu celui-là, Ah, il te parle, mon pote Maurice. un petit peu. Mon pote Maurice, c'est le dernier locataire à Lascaux, dans la grotte de Lascaux. C'est celui qui a fait des tags avant de partir. Et mon pote Maurice, faut imaginer, cheveux longs, pas comme moi, grosse barbe, très hipster avant l'âge, juste un petit pagne autour de la taille, il était distingué, et sa massue sur l'épaule. Et mon pote Maurice, admettons qu'il a un petit creux et qu'il décide d'aller manger des cerises non loin de là. Il sort de sa grotte et au détour d'un bosquet, il tombe sur un tigre sabre. Tigre sabre, imaginez, gros matou, 2,20 m, de grande incivile de 80 cm à 1,20 m. Clairement, est-ce que c'est bon ou pas pour nous? Non, c'est pas bon du tout pour nous. Ça représente clairement un danger. Ben là, mon pote Maurice, il va avoir 3 comportements possibles. Soit il prend la fuite, et dans ce cas-là, il détale en courant. Soit il bouge pas, et il fait le mort. Avec un peu de bol, on l'a pas vu. Stratégie un peu dangereuse. Soit alors il prend son courage à deux mains, il prend sa massue, et il affronte le tigre sabre, le combat. Que ça soit la fuite ou le combat, ben notre corps a besoin d'énergie, mais très rapidement disponible. Surtout qu'imaginez, il y a 25 000 ans, des réserves énergétiques, on n'en avait pas à tous les coins de rue, on n'avait pas des grandes surfaces un peu partout pour pouvoir se rapprovisionner. Donc, il fallait vraiment que notre organisme puise dans nos réserves pour vite rendre l'énergie disponible. C'est le rôle du cortisol. Le cortisol sert à ça, c'est-à-dire plonger dans nos réserves de gras, transformer le gras en glucogène, et le glucogène, c'est l'énergie pour nos muscles.
et donc pour pouvoir effectivement combattre ou pour pouvoir fuir. Sauf que, ok, le cortisol, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous permet de pouvoir réagir vite. Mais il fallait bien quelque chose dans la nature qui évite qu'on aille se mettre en danger. Ou alors quand on est en danger, qui nous pousse à en sortir. Mais si on n'a rien qui nous pousse à le faire, il n'y a aucune raison qu'on n'y aille pas. Et donc, qu'est-ce qu'a fait la nature? Eh bien, tout simplement, elle nous a rendus aversifs au cortisol. Vu qu'à chaque fois qu'on est en danger, on va solliciter nos réserves énergétiques pour pouvoir en sortir ou pouvoir le combattre. Donc, on va produire du cortisol. Donc, à chaque fois que je suis en danger, je produis le cortisol. Eh bien, la nature nous a rendus totalement aversifs au cortisol. On déteste la sensation que produit en nous le cortisol. Une de ces sensations, c'est le stress. En fonction de l'intensité de la production du cortisol ou de sa durée dans le temps, eh bien, on va passer par des réponses émotionnelles qui vont aller de vraiment la grosse frayeur. Vous savez, quand quelqu'un s'amuse, alors vous marchez tranquillement la nuit sans un bruit et tu as quelqu'un qui te fait peur derrière, tu vas faire un bond comme ça, tu as le cœur qui va taper à fond. Eh bien là, tu le sens de suite, le cortisol. Donc, tu vois, l'intensité est très forte, très courte, mais très forte. Et puis après, donc, tu as la frayeur, tu as le stress, tu as la peur, tu as l'angoisse, le souci, les tracas, etc. Et on déteste ça, cette sensation en nous. euh, on n'aime pas, d'ailleurs, c'est ce qui amène les gens, on n'aime pas stresser. Quand les gens ont effectivement peur de venir parler en public, ils sont pris par le trac, ils sont pris par ce stress, la sensation est extrêmement désagréable. Bah ça, c'est produit directement par le cortisol. Et c'est la nature, en fait, qui a créé cette aversion-là pour qu'on évite d'aller se mettre en danger. Ou si jamais notre cerveau anticipe potentiellement un danger, eh bien qu'on cherche à en sortir. Okay, donc Alors, finalement, c'est quelque petite chose. question, Ouais. parce que tu parles du cortisol. Peut-être qu'on on va lever un neuromythe, donc c'est vraiment Mhm. une légende sur le cortisol. Est-ce que c'est vrai que quand tu produis beaucoup de cortisol, donc tu réduis tes défenses immunitaires, tu stockes un peu plus de graisse, donc plus fatigué, etc. Et chez les femmes aussi, ça peut se traduire par de la cellulite. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est un neuromythe. C'est un neuromythe. C'est un D'accord. neuromythe. Alors déjà, le cortisol, si tu regardes bien, ça vient plonger dans tes réserves adipeuses, donc dans tes réserves de graisse. Donc ça vient les faire, entre guillemets, fondre. Ça vient en prendre. Donc, de fait, ça les réduit. Par contre, donc de fait, si on coupait tout autre contexte, tu stresses, tu maigris. Attention, on va pas lancer des régimes de peur. Alors, après le régime du corps, on va faire le régime cortisol. Parce que derrière, il y a d'autres mécanismes qui vont se mettre en place. Donc, surtout pas associer trop rapidement. Mais si on le prend juste de façon mécanique, le cortisol pardon, va venir réduire sa réserve adipeuse. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu qu'on réduit nos réserves adipeuses, eh bien, notre corps va chercher à les compenser. Et en même temps, vu qu'on produit cortisol, on va aller chercher une compensation, cette fois dit dopaminergique, c'est notre neurotransmetteur qui se déclenche, notamment avec le sucre, le gras, etc. C'est pour ça que, par exemple, quand on est stressé, manger un petit bonbon sucré, une fraise tagada, un machin, ou n'importe quoi, apaise un peu, calme un peu. Les gens ont tendance à vite partir dans la boulimie. Bah oui, parce que leur corps le sait, leurs réserves lipides sont en train de se minimiser. Ça met le corps en alerte en se disant: «Wow, wow, 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 faut qu'on compense ça», et donc on va se mettre à grignoter. Et là, qu'est-ce qui se passe par contre? Bah, on va vite compenser en fait, parce qu'on a perdu un tout petit peu, bah, on va vite compenser et finalement on va prendre du poids. Ok, Donc, mais c'est la compensation qui va faire la prise de poids, pas le peur. Okay. d'accord. On le voit d'ailleurs, il y a plein de travers de compensation. Il y a par exemple les gens qui sont des fumeurs qui vont se mettre à fumer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que la Ouais. cigarette est dopaminergique, donc pour venir contrer le cortisol, je vais y arriver. Ou se mettre à boulotter plein de trucs sucrés, c'est hyper dopaminergique. Ou boire de l'alcool, c'est hyper dopaminergique. Donc tout ça sont des stratégies de compensation pour essayer de réduire les effets du cortisol. Donc, c'est eux, en fait, hein, qui ont une réaction Ok. néfaste sur notre corps. Mais par contre, tu as dit quelque chose qui était super intéressant. Tu as donné des états en disant ça réduisait nos défenses immunitaires, etc. Ouais. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'associé au cortisol, on va produire, et plus le moment va être imminent, plus on va produire d'adrénaline et de noradrénaline. Euh, alors, à quoi ça sert ça? Eh bien, pour pouvoir faire face à un danger, que ce soit le combat ou la fuite, il va y avoir ce qu'on appelle une activation de la division du système nerveux sympathique. Ça veut Oula. dire quoi? En fait, c'est tout le système nerveux autonome, donc les états de régulation, si tu veux, si on schématise, qui vont préparer notre corps au combat ou à la fuite. Ça se traduit comment? Eh bien, pour le coup,
Une personne qui a le trac, vraiment, en présente tous les signes. D'abord, on va avoir une dilatation des pupilles. Il faut juste comprendre, imaginez qu'on est dans un contexte de danger. On a d'abord une dilatation des pupilles pour mieux appréhender notre environnement. Face à un danger, c'est important. Ensuite, la personne va devenir blême. Pourquoi? Parce qu'on a une contraction des vaisseaux sanguins des systèmes périphériques. D'accord. Tout simplement pour ramener le sang au centre et que si jamais on a des coupures légères, eh bien qu'on saigne moins. D'accord, C'est je pour ça comprends mieux qu'on blémit. pourquoi. C'est pour ça qu'on blémit. Donc, on va blêmir. Ensuite, tu me disais à un moment donné, on va avoir la bouche sèche. Ouais. La bouche sèche, la bouche sèche, c'est lié au fait qu'on va réduire au maximum nos fonctions digestives. On n'a pas besoin de gaspiller de l'énergie quand on est en combat ou en fuite avec les fonctions digestives. Donc, on réduit les fonctions digestives et la salivation est déjà la première étape de la fonction digestive. Donc, la salivation, ça me nuise. Et on se met à zeuter. C'est pour ça que les gens ont la bouche sèche et ils vont se mettre à boire un petit peu avant pour essayer de réhydrater la bouche. C'est bien, ça évite pendant quelques minutes d'avoir la bouche trop sèche, mais si on n'a pas une reprise de la salivation, très rapidement, on va se remettre à zeuter et donc les gens vont se mettre à boire non-stop. La boule à l'estomac au moment du stress, Ah, c'est à la cause fameuse. la fameuse boule à l'estomac. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on réduit les fonctions digestives. Donc, les organes se contractent et en même temps, on a souvent l'estomac vide quand on a vraiment le trac parce qu'on n'arrivait plus à manger à cause de la réduction de la fonction digestive. Et donc, effectivement, on a cette sensation de boule à l'estomac qui apparaît. C'est l'estomac vide. Si tu ne manges pas pendant 24 heures, tu auras la même boule à l'estomac. Donc, c'est ça qui se produit derrière. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi, en permanence, quand on a le trac, on va 15 fois aux toilettes. Et souvent pour rien. Parce qu'on a une contraction de la vessie. En fait, la vessie vient venir se contracter parce qu'en cas de combat, si la vessie éclate, c'est pas bon pour nous. En termes de survie, c'est même très 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 mauvais. Donc la vessie va se contracter au maximum. Et donc du coup, la vessie est largement plus réduite et donc les gens vont 15 fois aux toilettes pour rien. C'est aussi lié à ça. Les personnes, si jamais on leur a dit à l'avance qu'effectivement, elles allaient faire une prise de parole en public, en fait, elles vont mal dormir. Pourquoi? Parce que le cortisol va monter, l'adrénaline va monter petit à petit, et quand tu es en danger, tu n'as pas intérêt à t'endormir. Donc, on a le sommeil qui est lourdement perturbé. Donc, du coup, on dort mal. Et c'est pas rare des personnes qui ont vraiment le trac pour parler en public, que quand elles vont arriver, s'il y a un make-up avant, on va venir camoufler un peu les cernes. Parce qu'effectivement, on voit que les quelques nuits d'avant, personne n'a pas beaucoup C'était dormi. dur. C'était dur, ça piquait. Donc, s'il y a un make-up avant, souvent, on va camoufler un petit peu les cernes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ça? Si, et il va y avoir une réduction aussi des défenses immunitaires. Les défenses immunitaires vont être particulièrement amoindries, ce qui fait que soit la personne risque de tomber malade avant, ou tomber malade juste après. Vaut mieux après, hein. Vaut mieux après. À Mais tu choisir. vas avoir, voilà, mais tu vas avoir plein de pathologies du type le rhume. Les gens peuvent facilement s'enrhumer, ou choper une angine, ou choper une petite grippe, ce genre de choses. C'est ultra classique. Pourquoi? Parce que les défenses immunitaires ont été amoindries au maximum. Encore une fois de plus, quand on est en train de combattre un danger comme un tigre sabre, le microbien, on verra après. Hein. On verra déjà si on s'en sort face au tigre sabre. Donc toute notre énergie est vraiment là pour essayer de sortir de ce contexte ou détruire ou sortir le contexte de stress. Donc, Ok. si je comprends bien par rapport à tout ce que tu dis, toutes ces réactions, c'est aussi lié à une projection dans le futur. Exactement, c'est de l'anticipation. C'est notre cerveau qui va anticiper le danger potentiel et donc qui petit à petit va venir préparer le corps. Alors justement, dans ce facteur d'anticipation, je ne sais pas si tu as remarqué, on ne stresse pas du tout de la même manière. Même quand on a peur de parler en public, on t'annonce un mois à l'avance que tu vas parler en public. Ouh. Ah, oh non, oh, pourquoi moi? Euh, On a déjà une première montée de stress à ce moment-là. Mais elle est encore gérable, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est dans un mois. Donc, ça ne nous plaît pas, mais le stress devient gérable. Il a rien de comparable au stress que tu as juste avant de monter sur scène. C'est vrai. Okay. En fait, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que l'événement se rapproche, l'adrénaline monte petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et l'effet de l'adrénaline va démultiplier le cortisol, l'effet du cortisol.
Et c'est ça qui fait que le stress monte, il monte, il monte, il monte, jusqu'à ce que tu vois les premiers participants qui arrivent. Là, le moment il devient sérieusement imminent. Là, l'adrénaline continue à monter, à monter, à monter. Tu vois les gens qui s'installent dans la salle, et puis vient le moment où la salle fait silence pour que tu arrives sur. Alors là, tu as une montée d'adrénaline énorme, et tu peux effectivement avoir aussi le fait de rougir. Il y a des gens qui vont avoir peur de rougir par rapport à ça. C'est parce que là, la bouffée d'adrénaline qui monte avec, monte et ça donne chaud. On a l'impression d'avoir chaud au visage, on a l'impression d'avoir chaud au corps. C'est l'adrénaline qui est en train de pousser à son maximum. D'ailleurs, je le dis, hein, je connais pas mal de gens qui ont peur de rougir face à ça. Euh, les gens ne le remarquent pas systématiquement. Et même si les gens le remarquent, c'est pas un facteur marquant, c'est pas un Il fait facteur de. chaud, il y a les projecteurs sur nous, c'est normal qu'on rougisse, voilà. Oui, c'est ça. Et puis même quelqu'un qui va arriver, qui va rougir sur scène, ok, bah il se prend une bouffée de chaleur et puis bah, let's go, vas-y, développe. J'ai pas constaté de malveillance au niveau des gens d'ailleurs que je sois sur scène ou dans le public quand j'assiste à des conférences. Oui, on voit effectivement que là il y a une montée en pression. Et encore une fois de plus, hein, il y a 60 pour le coup maintenant, un chiffre qui m'intéresse que j'ai chopé ce matin. Il y a 73% des gens qui sont complètement aversifs. Donc il y a 73% des gens dans la salle qui pour rien au monde viendraient à la place du speaker. Donc C'est il y, très a- bien il y a ce que il y a tu une dis vraie parce que bienveillance. on le répète nous à chaque fois que quelqu'un stresse un peu, même quand on fait la préparation, on leur dit toujours gardez en mémoire que ce que vous faites vous sur scène, plus de la moitié de la salle, alors on n'avait pas de chiffre, mais on disait toujours plus Mhm. de la moitié de la salle ne sont pas capables de faire ce que vous faites. C'est-à-dire que vous êtes sur scène, eux ils sont dans le public, donc ils ne sont pas capables d'être à votre place. Donc c'est bien parce que là au moins tu appuies ce qu'on dit et avec en plus des chiffres et Complètement. et clairement c'est ça. Hein. Et Complètement. je rebondis sur, on en parle souvent de cette étude aux États-Unis qu'il y avait eu où ils avaient posé un peu les questions quelle était la plus grande peur de chaque personne et on voyait que la plupart en public était en première position. La deuxième position, c'était la mort. Donc c'est bien, c'est que les gens ils préfèrent mourir que de prendre un part en public. Ouf. C'est bon, je suis mort, je suis Ouf. tranquille, allez. Ça va. Non, mais ouais, c'est super Complètement. intéressant parce que du coup, c'est ça, c'est vraiment garder en mémoire que ceux qui sont sur scène, ils ont une Mhm. position que les gens qui sont publics n'aimeraient pas avoir. Complètement. Et on constate une vraie bienveillance au niveau du C'est vrai. public sur cet exercice. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec ce que peut dire la personne. Il y a des personnes qui vont réagir sur des questions parfois de façon un peu plus directe. Mais encore une fois de plus, c'est pas sur l'exercice de style, c'est pas sur la personne. C'est sur le message qui est véhiculé qui parfois peut susciter. Pour le coup, moi j'adore ça. J'adore de temps en temps aller prendre des prises de position qui sont diamétralement opposées à celles que je pourrais avoir, mais justement pour venir chercher un peu le public et essayer d'aller créer de l'échange. Mais ça, c'est mon côté un peu masochiste. Mais encore une fois de plus, c'est le propos qui peut souvent susciter des réactions et pas l'exercice de prise de parole en public en lui-même, qui pour le coup, vraiment, je le constate très très régulièrement, il y a une vraie bienveillance sur cet exercice-là. Totalement. Sur ce qu'on disait, et à travers aussi cette bienveillance, c'est là qu'il faut être en bienveillance avec nos réactions physiologiques. Si effectivement, alors pareil, on a les mains qui tremblent, j'ai oublié de le dire, mais avec l'effet d'adrénaline, qu'est-ce qui va se passer? L'activation du système nerveux central autonome sympathique fait qu'on va avoir une sursensibilisation au niveau des terminaisons nerveuses, tout simplement pour être très vif. D'ailleurs, on le voit, les gens sont nerveux, ils font des gestes saccadés. Bah oui, parce que quand je suis en danger, j'ai intérêt à réagir vite physiquement. Ouais. Donc, il y a une suractivation. Donc, ce qui explique pourquoi on a les mains qui tremblent. Alors, pour peu que tu aies une feuille sur ta prise de parole en public, là, il y a la feuille qui vibre. Donc, on la pose. On se pose soi-même. Mais on vient poser la feuille. Mais voilà, toutes ces réactions, en fait, il faut vraiment les voir comme un état de bienveillance de notre corps. Notre corps nous préparait à un danger. Et la transpiration, comment tu l'expliques? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui transpirent même Complètement. des mains parfois. Bien sûr, la microsudation, elle en fait partie, effectivement. Oui, j'en ai pas parlé aussi. C'est vrai qu'il y a encore d'autres choses. Par exemple, il y a l'accélération du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que ce glucogène, il va bien falloir qu'il aille à mes muscles et qu'il y aille vite. Et il va falloir que je mélange ça aussi avec de l'oxygène. L'oxygène fait partie dans le glucogène. C'est une partie, l'oxygène en fait partie. Donc j'ai une accélération du rythme respiratoire, de la fréquence respiratoire, et non pas de l'amplitude. Donc qu'est-ce qui va se passer? Respiration courte mais rapide. Et le cœur qui va venir taper plein gaz parce qu'il va amener l'oxygène pour faire du glucogène, etc. et alimenter nos muscles. Donc c'est pour préparer notre corps. Et effectivement, il va y avoir une augmentation de la température corporelle, donc de la microsudation.
Alors, micro-sudation ou Ouais. la douche, parce que la sudation peut effectivement, ce qui fait qu'on se retrouve des fois avec les chemises, les chemisiers, etc., un peu trempés. C'est à cause de la réaction physiologique. C'est le système nerveux autonome qui vient taper pour se préparer à ce danger-là. Okay. Donc OK. tout ça, en fait, c'est un ensemble de réactions qui sont encore une fois de plus des réactions bienveillantes du corps, qui nous préparent à une situation de danger. Alors, on peut travailler énormément sur la charge émotionnelle, sur la représentation qu'on se fait de la prise de parole en public. Et ça, on peut travailler en amont par des exercices de visualisation, par le fait en amont de s'imaginer sur scène, euh, de regarder le public. Et vraiment, j'aime bien souvent accompagner les gens sur ce genre d'exercice, de regarder le public, de regarder finalement la bienveillance, imaginer une bienveillance au niveau du public, le public qui est attentif à ce qu'on dit, qui est souriant, etc., qui est concentré parfois, avec intérêt sur des propos qu'on va avoir. Mais prendre juste en visualisation, le fait de prendre le temps d'aller se balader dans l'espace, d'aller voir les gens, d'imaginer leurs réactions, de se mettre aussi à leur place, de s'asseoir et de se dire, tiens, ah bah oui, tiens, je suis là et effectivement, je vois un peu de l'extérieur ce qui se passe. Venir travailler avec ça pour acclimater notre cerveau et qu'il apprenne à voir que on évolue dans un environnement sain et bienveillant. Pourquoi cet exercice de visualisation? Ça peut paraître un peu idiot de se dire oui, mais là, c'est que de l'imagination. Non, parce que notre cerveau a beaucoup, beaucoup de mal à faire la différence entre l'imaginaire et le réel. En fait, dans l'imaginaire, notre corps réagit en partie comme si c'était réel. Comment est-ce qu'il sait que c'est de l'imaginaire et pas du réel? C'est que l'interperception, les informations reçues par notre corps ne coïncident pas avec les images mentales. Et donc, de fait, il sait que ce n'est pas réel. Mais il va quand même créer des micro-réactions comme si c'était réel. C'est ce qui explique que, bon, on a tendance à dire on commence à avoir, des souvenirs à partir de l'âge de 2 3 ans et qu'il y a des souvenirs qui nous restent, mais, en fait, c'est juste, on a reconstruit un peu cette image avec ce qu'on nous a raconté. On s'en souvient pas réellement, mais notre cerveau, à force de qu'on nous ait raconté, répété, répété, répété cette histoire, on a créé une image mentale, on va dire. On se Mmh. dit: «Oui, mais en fait, je m'en souviens vraiment», mais en fait, c'est que le cerveau, il s'en souvient pas, c'est juste qu'on a recréé une image avec, ces informations-là. Complètement, complètement. Mais d'ailleurs, si je te demande de prendre 10 secondes et de revoir l'assiette que tu as mangée hier soir, et que tu prends le temps de revoir cette assiette-là, il y avait quoi dans cette assiette? Hier, j'ai mangé des wraps. Tu as mangé des, pardon, j'ai pas entendu. Des wraps. Des wraps. Donc, tu peux me décrire l'assiette? Tu peux me la. Je peux te dire qu'il y avait pas d'assiette parce que je les ai fait comme Ah, ça et d'accord. Ok, donc tu ressens la texture du wrap quand tu as voulu le plier, mais qu'il s'est réouvert. Tu as dû replier et appuyer l'angle pour qu'il essaie de fermer. Certainement un morceau de tomate qui a dû vouloir se séparer du sandwich. Tout ça, tu le vois bien, tu en as une image claire en tête. ouais, j'ai une image de la situation, oui, en train de Hmm. manger de Bah, elle n'a jamais existé, cette situation. En fait, c'est une pure reconstruction de ton cerveau. En fait, quand on a l'impression de se souvenir de quelque chose, en réalité, c'est plein d'éléments de mémoire qui ont été éclatés partout dans le cerveau. Et quand on va essayer de le remobiliser, c'est notre hippocampe qui va faire ça, qui va venir rechercher tous les éléments, les recombiner pour nous redonner une image. Mais ce n'est jamais l'image réelle. C'est une image recomposée. Et donc, voilà, bah, c'est la même chose avec les souvenirs. Tu vois, même en court terme, on peut retrouver le truc. Alors, il y a plus d'éléments probants, mais quand le souvenir est lointain, le cerveau, là où il y a des trous, bah, il va venir créer deux, trois petites choses, histoire de recréer un peu un tout cohérent et qui se tienne. Et on a l'impression que c'était ça. En réalité, c'est vraiment une reconstruction. Toujours est-il, lorsque tu t'imagines dans une salle et que tu vas aller déambuler et que clairement, quand tu vas être dans cette salle, inévitablement, ça va te faire monter du stress au départ. Mais là, pour le coup, c'est dans ton imaginaire. Donc, il faut aller prendre le temps d'aller voir les gens, d'aller se balader dans la salle, d'imaginer son pitch, d'imaginer les gens réagir positivement, etc. Et notre cerveau va finir par assimiler ça, à force de le faire, notre cerveau va finir par assimiler ça comme étant finalement une expérience plutôt positive, que le danger n'a pas lieu. Alors c'est long, hein, c'est de la reprogrammation qui se fait mmh petit à petit, à force, à force, à force. Faut aussi bien prendre la part de ses émotions finalement, de réussir à comprendre que: «Bah non, finalement je suis bien. Finalement je suis bien, finalement c'est agréable, finalement, bah, c'est chouette de voir cette personne qui réagit et qui vient confirmer un propos, ou qui à un moment donné va juste prendre la parole pour approfondir». Faut aussi imaginer, quand on a fini le pitch, bah, prendre le temps.
des applaudissements qu'on a souvent en fin d'intervention, de s'imaginer aussi avec les gens qui vont venir nous voir et nous féliciter pour cet exercice qui est loin d'être évident. Tu vois, prendre le temps de vivre ça et de le vivre plein de fois de façon imaginaire, en pure visualisation, comme étant vraiment quelque chose de finalement agréable, positif et que finalement on aime bien vivre. Faire ce travail-là va progressivement reprogrammer le cerveau à arrêter de voir ça comme étant un signal de danger et donc effectivement comme étant un signal positif et donc arrêter de déclencher tous les marqueurs de danger comme il le fait actuellement. Souvent, si on a autant d'aversion, c'est parce qu'il y a beaucoup, notamment dans nos systèmes éducatifs, beaucoup de contextes où on t'interroge en classe, oui, machin, tu Non, penses pas donner la moi, pas réponse. moi. C'est pas moi, pas moi. Mais pourquoi encore moi? Oh, ça me suivra toute ma vie, ça. Et là, tu donnes la parole, sauf que tu t'es planté et bim. Ah, on a une coupe. Ah, je t'ai Non, retrouvé. non, j'ai une D'accord. micro-coupure, donc c'est bon. D'accord. Et donc, il y a des petits camarades qui vont rigoler. C'est blessant. Et en fait, là, du coup, le cerveau finit par assimiler le fait que parler en public, en fonction de la réaction de l'autre, je peux être blessé. Et c'est ça qui conditionne. Et on en a plein, on en a vécu plein. Tu fais un exposé, bim, t'es passé à côté, ou tu n'avais pas fait ton exposé, tu as essayé de l'improviser, tu t'es fait cartonner. Ou alors, tu as la lecture, quand on faisait la lecture à l'oral, qu'on apprenait à lire et qu'on accrochait sur tous les mots et que le petit camarade rigolait. Voilà, tout ça, en fait, est venu créer ces marqueurs de mise en danger au niveau du cerveau. Mais ça, c'est des marqueurs du passé. En fait, notre cerveau anticipe l'avenir avec les éléments du passé. Donc c'est vraiment la combinaison du passé et du futur, qui font, ce stress. Exactement, à l'instant présent. Et donc, ce qu'il faut, c'est venir, au contraire, amener un maximum d'éléments en mémoire dans notre cerveau, d'événements positifs. Et quand cette charge d'éléments positifs sera supérieure aux éléments négatifs, eh bien, le cerveau arrêtera de le marquer comme étant un marqueur de danger, ou l'imaginer ou l'anticiper comme étant un potentiel danger, et donc il arrêtera de nous mettre en production de cortisol. Alors, tu parles d'éléments positifs, donc il y a la partie, je dirais, donc on parle de la visualisation qui est hyper Mhm. importante, donc côté positif de la visualisation, mais est-ce qu'on peut emmener d'autres éléments qui ne sont pas forcément liés à la prise de parole publique, qui nous permettent, je sais pas, un souvenir, je sais pas, par exemple, moi je pense à ma fille, donc quelque chose, Mhm. un autre élément qui a rien à voir avec la prise de parole publique, qui permet justement d'avoir cet équilibre? Alors, tu as plusieurs choses, effectivement. Là, ce dont on parlait avec les visualisations, etc., c'est d'essayer de désamorcer le contexte comme étant une charge de danger. En réalité, quand on va amener d'autres éléments, comme tu le fais par exemple avec ta fille, en fait, ce qu'on va chercher, c'est à venir calmer le système nerveux autonome sympathique, système nerveux central autonome sympathique, pour que le cœur arrête de taper, qu'on arrête de transpirer, qu'on arrête de trembler, pour essayer tout simplement de se calmer. Et donc d'activer le pendant, qui est le système nerveux autonome parasympathique. Et le parasympathique, quand il s'active, ce sont les éléments de détente. Le cœur se calme, la respiration se calme, on arrête de trembler. Voilà, on commence à être bien, on commence à être à l'aise, on commence à être détendu. Quand tu imagines et que tu penses à ta fille, ça tu le sais, c'est une charge oxytocinergique, petite information. En gros, tu as des neurotransmetteurs qui vont se déclencher, qui vont te donner un sentiment d'affection. Ton attention va se focaliser sur autre chose, sur quelque chose de très positif, sur quelque chose de très affectueux. Et ça, ça va amener à calmer en fait l'état de stress du corps. Donc on ne joue plus sur la représentation du contexte, on vient sur la maîtrise corporelle. Donc OK. effectivement, des images positives, des images de ta fille, des images de détente, des images d'océan, des images Très bien. de... Tu vois, c'est pour ça que j'avais préparé, parce que je sentais que tu allais venir me déstabiliser sur des sujets, donc j'avais pris une image zen derrière moi. Où tu te sens bien. Euh, c'est ça. Donc tout ça, c'est pour venir calmer notre corps. Un exercice essentiel, c'est la respiration. On le dit, Ah, on nous l'a répété en permanence. Respire. Quand tu es stressé, respire. Mais c'est pas respirer n'importe comment en fait. Si tu respires sur je respire, je respire, c'est un accouchement là, calmer. c'est Ouais, là c'est un c'est accouchement, pas c'est la pareil. technique, c'est ça, c'est la technique du petit chien. Non, là au contraire, tu vas te stresser à mort. Donc non, surtout pas. En fait, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, il faut avoir une respiration. Alors, pour expliquer pourquoi la respiration nous calme. En fait, tu as les poumons, ok? Tu Mmh. as la colonne vertébrale qui est ici. Quand les poumons se gonflent de façon très ample, ça vient Ouais, faire pression sur la colonne vertébrale et entre les deux, on a une zone qui est sensible. Et quand cette zone est comprimée, ça vient créer une activation du système nerveux parasympathique. Et donc, ça détend. C'est pour ça que c'est la respiration profonde qui va venir de d'accord. détendre.
Donc, Ok. est-ce que Alors, c'est la respiration, comme on dit, la cohérence cardiaque, le 5-5, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration? si tu veux être en asphyxie, oui. Ah, En fait, ça dépend. Ça dépend si, par exemple, alors la cohérence cardiaque fonctionne bien, hein, mais après, est-ce qu'il faut la faire en 5-5? Est-ce qu'il faut la faire en 5-10? Est-ce qu'il faut. Là, c'est à chacun de trouver son rythme. En réalité, sincèrement, avant même d'aller chercher de la cohérence cardiaque, la première chose, c'est de se poser et de bien respirer. Alors, comment on respire bien? Déjà, la respiration, elle démarre de façon ventrale. Donc, on va commencer par inspirer et gonfler le ventre au maximum. Ensuite, on continue à respirer, on gonfle les poumons. Une fois qu'on a gonflé les poumons, on peut aller encore plus loin. On peut essayer d'aller soulever les clavicules, de créer une pression sur les clavicules. Quand on arrive là, tu peux encore pousser plus loin en venant pousser sur l'intercostal. Tu as tes côtes qui se lient, ouais, enfin qui sont plutôt comme ça. Et quand tu vas continuer encore, donc tu as déjà eu la pression claviculaire, qui, admettons qu'elle est au niveau des pouces, et hop, on va venir encore ouvrir grâce à l'intercostal. En fait, on dit que le sage respire avec ses talons. C'est-à-dire qu'en fait, tu es venu tellement respirer, etc., et tu es venu tellement en profondeur que tu as l'impression que ça peut descendre jusqu'au talon. C'est presque une image mentale, mais elle marche bien cette image parce que ça oblige tellement à venir. Et en fait, en faisant ça, tes poumons sont gonflés au maximum. Cette zone est hyper comprimée sur la colonne vertébrale et donc ça va venir mécaniquement créer une activation du système nerveux parasympathique et donc d'amener le corps à revenir à un état de repos, en tout cas de détente. Et ça fait un bien fou. Alors, ce qu'on fait, il faut faire attention de ne pas hyperventiler. J'en ai vu, qui avant des interventions étaient tellement en stress qu'ils inspirent, ils inspirent, ils inspirent, ils inspirent, ils souffrent rapidement, ils inspirent et pouf, ils tombent dans les vapes, malaise vagal. Donc, on y va tranquille, on y va tranquille et on en va faire une dizaine, comme ça. Et ça, rien que ça, véritablement, mécaniquement, ça va nous permettre déjà de ramener le corps au repos. Tout ça sert à travailler le symptôme, pas la cause. d'accord. D'accord? Donc la cause, elle se travaille en profondeur, elle se travaille sur le moyen et sur le long terme, Mhm. notamment est ce que je te disais sur l'exercice de visualisation. Mais tant que ça soit pleinement en place, on vient travailler les symptômes à travers des représentations de choses positives, comme ton enfant, la mer, le calme, la sérénité, un moment de détente, une jolie vue sur la mer, peu importe ce que vous aimez, des situations ou des contextes dans lesquels vous êtes en détente, et par association, le cerveau va venir recréer ces états de détente. Et on vient travailler sur la respiration pour pouvoir se calmer. Et d'ailleurs, pour le coup, nos fonctions cognitives, vu qu'on n'est plus en état de stress, vont vraiment reprendre place et on va mieux réappréhender finalement notre environnement, on va être moins sur le vif, on va pouvoir appréhender les choses plus calmement et de pouvoir arriver. Ensuite, tu arrives sur scène, tu poses ta voix, ton débit, ta posture, la façon d'appréhender la salle, etc. Éviter d'être en statique, tétanisé. Et voilà, de bien occuper l'espace, etc. Poser le regard, enfin bon, toutes les techniques de speaker que tu connais bien. Donc, on est d'accord que pour une bonne prise de parole publique, il faut de la préparation, de la préparation, de la préparation. Et de la La rime, préparation. la rime est trop belle. Et non, tu pourras en rajouter un quatrième, du plaisir. Oui, le quatrième, Le bien quatrième sûr. pièce, ça serait du plaisir. Du plaisir. Réussir à retrouver en fait ce plaisir qu'on a. Je suis certain que dans les 73% des gens qui sont vraiment aversifs à prendre la parole au public sont pourtant là-dedans des gens qui doivent adorer échanger avec les gens. Créer de l'échange, créer du lien, partager de l'information, même des fois des débats. Euh, et pourtant, il y a un contexte qui est bloquant. Oui, c'est vraiment comme tu dis, le contexte, parce qu'on a l'habitude de parler, que ce soit avec des amis, 4-5. En fait, c'est vraiment cette histoire d'enjeu et peut-être ce faux enjeu également, parce que je ne connais, maintenant, ça fait maintenant 2 ans que je suis la prépa en public, je ne connais personne qui est sorti d'une prépa en public, même en stressant, en se disant: «Ah, j'ai détesté faire ça». Oui. C'est-à-dire que, une fois qu'on l'a fait, on s'est dit: «Ouais, en fait, c'est cool, j'ai envie de recommencer». Cette histoire de partage aussi et comme tu dis, plaisir, le fait de partager avec les gens. Tu as dit aussi tout à l'heure, c'est que quand on sort, les gens, ils viennent nous voir, dire: «Ah, j'ai aimé» et cetera, ou ils viennent échanger. Il y a toujours quelque chose qui se passe après et Complètement. qui fait que, on change cette représentation qui était négative un peu à la base en quelque chose de positif. Moi, tout le monde a envie de refaire des prises de parole publiques, surtout, en plus, sur le Mhm. thème de l'audace où on est là pour vraiment, tirer les gens vers le haut, partager aussi son histoire pour essayer d'impacter les gens. Donc, c'est un côté aussi gratifiant Bien sûr. et c'est génial. Donc, c'est vrai que c'est juste réussir à faire ce switch, je dirais, comme tu l'as expliqué, pour dépasser tout ça. C'est ça, c'est ça. Et la cause, c'est vraiment ça, c'est que notre cerveau va vraiment compiler le nombre de fois où il y a des prises de parole en public. Si le nombre de fois négatives ont été supérieures,
souvent liées à l'école, ont été supérieures aux positives, alors ils produiraient du cortisol. Alors que si on vient travailler la représentation visuelle, mentale, et qu'on arrive à en créer suffisamment pour que finalement ça devienne plus important que les contextes négatifs, souvent scolaires, le cerveau va arrêter de voir ça comme un contexte de danger. Et on va pouvoir redonner tout le plaisir à cet exercice qui est juste génial, quoi. Enfin, je sais même Donc pas pourquoi les appeler ça un enseignants, si vous exercice. regardez cette vidéo, écoutez bien. Il faut valoriser tout ce qui se passe et même les enfants, si vous regardez cette vidéo, dites-vous que vous aussi, vous allez passer au tableau à un moment donné. Donc, il faut être indulgent. Mais en fait, je vois une grande évolution dans les écoles là-dessus. Il y a eu une vraie prise de conscience. Et je pense que la génération ou les générations là qui vont arriver seront un peu moins bloquées par rapport à ça, parce que le système éducatif a bien évolué et ils évitent ce genre de contexte, ce genre de renforcement, ce genre d'expérience traumatisante. Alors, pas un traumatisme énorme, mais c'est la somme des petits traumatismes qui fait qu'on en vient à bloquer la prise de parole. Ça, je trouve que ça a bien changé dans les écoles, et tant mieux. Il y Tant a le mieux parce grand que oral là au bac maintenant à partir de l'année prochaine, où ils ont cette épreuve justement, où ils doivent vraiment faire une présentation mmh, avec un pitch, je crois, de 10 minutes, 10 minutes de mmh, présentation, 10 minutes de questions. Donc déjà, ça les prépare à avoir cet exercice différent de l'exposé à l'école, parce que c'est vrai, très souvent, on se dit, oui, mais une conférence, c'est comme un exposé. Non, c'est différent. Il y a une façon d'approcher les choses. Le côté scolaire enferme un peu les élèves, où ils doivent vraiment sur le contenu, et du coup, ça perd un peu de naturel et de plaisir, justement, mmh, pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est bien que au fur et à mesure, il y ait ces exercices qui commencent à s'intégrer au fur et à mesure dans le cursus scolaire. complètement. Et puis oser l'audace, enfin, vraiment. S'il y a bien un endroit où on peut s'éclater et être audacieux, c'est vraiment en conférence. Parce qu'on peut venir chercher les gens, on peut jouer, et puis dès qu'on joue, le public nous le renvoie bien. Et souvent d'ailleurs, c'est amusant de voir que plus une salle est remplie, plus le stress monte. Alors que Ouais. plus une salle est remplie, plus elle est réactive. Et puis on peut jouer avec les gens, puis on a des mouvements comme ça importants. Donc non, au contraire, il faut vraiment y prendre plein de plaisir et avoir plein d'audace. C'était vraiment un lieu fabuleux pour pouvoir le mettre en œuvre, ça c'est certain. Il faut venir à la journée de l'audace pour voir toute cette audace se démultiplier à travers les conférenciers, le public. Euh, voilà, c'est un Avec, événement où vraiment énergétiquement, mhm. c'est euh, c'est Avec grand vraiment plaisir. énorme. Avec grand plaisir. Mais on en reparlera, hein. J'y compte bien. Donc, pour résumer un peu tout ça, donc, on est d'accord que pour gérer ce stress, donc on a dit dans la préparation, la visualisation, Mhm. la respiration, le positif Tout à fait. aussi, Ouais. et bien dormir aussi. On dit souvent que 2-3 jours avant, il faut avoir une hygiène, c'est-à-dire manger pas trop lourd, prendre le temps, se poser, pas se coucher tard. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans tout ça? Oui, que j'avais oublié. Ah, Euh, faire du sport. Euh, Il y a un truc qui est génial, c'est alors, si on aime un peu courir, on chausse les baskets quelques heures avant et on va aller faire quelques tours. Alors on fait attention de pas je de pas sais. aller se casser, de pas se casser une cheville ou un truc, mais d'aller courir, d'aller faire du sport, alors ça peut être du fitness, ça peut être en fait tout ce qui va venir produire des endorphines. Et parce que ça fait tomber le niveau de cortisol. Donc la pratique sportive est un excellent moyen de pouvoir gérer son stress et en plus c'est bon pour le corps. Bah oui. C'est, euh, donc voilà, ne pas hésiter. Ne pas hésiter à aller faire un sport de fond parce que ça va faire chuter aussi le cortisol. Ok. Bon, ben, en tout cas, merci Guillaume. Je pense qu'on a répondu un peu à toutes les interrogations. Alors, on comprend bien que le stress, eh bien, c'est quelque chose de positif, quelque chose qui nous aide justement à aider de l'avant. Donc, il faut vraiment l'accueillir de cette façon, dire que c'est vraiment Mhm. un ami et utiliser un peu toutes les petites techniques qu'on a. Et je pense que ben, les deux personnes que j'ai citées au tout début qui se reconnaîtront, je pense que ça va aller pour eux maintenant, qu'elles comprennent un peu mieux comment elles fonctionnent. Complètement, complètement. Et surtout qu'elle l'aborde vraiment avec plein de bienveillance. Euh, le corps les mettait juste en alerte. Donc, en travaillant avec tous les petits exercices qu'on a donnés, en venant travailler ces symptômes-là, voilà. Parce qu'il va y avoir finalement après un stress d'être en stress Ouais. et qui vient décupler le stress. Donc non, il faut vraiment l'aborder de façon bienveillante pour pas venir en rajouter en plus dessus. Et en travaillant tout ce qu'on a dit, toutes ces petites techniques qui paraissent toutes bêtes, tout anodines, mais en étant euh, minutieux et régulier, il n'y a aucune raison que au final, vous ne preniez pas plaisir à vous éclater en conférence parce que c'est vraiment un moment magique, quoi. Et ce qu'il faut, là où je pense qu'il faut insister, c'est qu'on n'arrivera jamais à enlever le stress parce qu'il faut qu'il soit là.
Il faut justement l'utiliser différemment. Complètement, complètement. Et s'il y a plus de stress, de toute façon, il y a plus l'excitation qui va avec. Ouais. Et donc, c'est dommage, on perdrait une part du plaisir. Et il y a C'est une actrice, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je l'avais lu dans le livre de Bertrand Perrier, la prise de parole est un sport de combat, tu parles de sport, Mmh. où, il y a une actrice, il y avait une autre jeune actrice qui lui avait dit moi je ne stresse jamais, je n'ai pas le trac. Elle lui avait répondu ça viendra avec le talent. C'est Sarah Bernard, je crois, qui disait ça. Donc oui, il en Donc, faut, il en faut, et on- il en faut un minimum. bon, en tout cas, Merci beaucoup. merci Guillaume. Je vous invite vraiment à le suivre. Je vous mettrai les liens sur la vidéo de Guillaume sur LinkedIn. Il fait beaucoup de posts. Si vous voulez comprendre comment vous fonctionnez, vraiment comment le cerveau fonctionne. Il donne plein d'informations. Donc vraiment, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé et toutes ces petites pépites, j'ai envie de dire, qui aideront beaucoup de gens, je pense. Merci à toi, merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo. J'espère que ça va vous apporter des éléments. Et puis pour tout simplement, vous preniez un grand plaisir à cet exercice. Merci à toi, merci pour cet échange. Et puis à Merci. très bientôt. À très bientôt. Ciao tout le Merci. monde.